Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous. Merci si vous nous rejoignez. Nous allons tenter de nous mettre d'accord aujourd'hui et parler encore et toujours de la mobilisation autour de la réforme des retraites. Une mobilisation un peu moindre hier. Pas de chaos. Le chaos annoncé n'a pas eu lieu. Emmanuel Macron joue-t-il le pourrissement? Les syndicats et le gouvernement peuvent-ils réussir à se parler? Ça paraît quand même très compliqué. On va parler de tout cela avec vous, avec Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Jackie Isabello, communicant et chef d'entreprise. Bonjour. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, avec 2G, et vous êtes communicante et spécialiste de communication politique. Et Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Bonjour à vous également. Bonjour. Alors, on commence notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Geneviève, on va commencer avec vous. C'est une info que j'ai entendue ce matin aussi. Oui, donc le Moïse de Michel-Ange qui vaut... le David. Le David de Michel-Ange qui vaut ça, oui. Le David qui vaut sa tête à une directrice d'école aux États-Unis, en Floride. Donc David, évidemment, il est nu, hein. Et nudité égale pornographie. Donc, David est pornographique. Des parents ont porté plainte pour pornographie. Alors, ils ont surtout porté plainte, en fait, si j'ai bien compris, non pas parce que cette image avait été montrée aux enfants de la classe, David, mais parce que il n'avait pas été mis au courant avant. Donc ça traduit aussi en Floride, de la part de Ron DeSantis, qui est le concurrent de Trump pour la prochaine élection présidentielle, en interne au Parti républicain, la volonté de s'appuyer énormément sur les parents d'élèves et de leur donner un pouvoir absolument abracadabrantesque. Mais au-delà du pouvoir, c'est le wokisme dans toute sa splendeur qui s'exprime. Hein. Alors Ron DeSantis, c'est pas woke, hein. Il est plutôt anti-woke. C'est plutôt les milieux ultra-conservateurs américains. C'est plutôt le combat contre le wokisme. Sauf que ça fait partie aussi de ce type de réforme, entre guillemets, de l'art, rentre sur l'atteinte ceux qui sont choqués, génération offensée. Génération offensée, oui, mais alors là, c'est quand même un petit peu plus subtil, un petit peu différent. C'est l'obscurantisme de tout poil, quoi. Oui, c'est ça. L'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est les obscurantistes de tout poil qui rejettent la culture telle qu'elle est et qui veulent la transformer à leur sauce, quoi. C'est ça. Qui est plutôt la posture de Facebook depuis longtemps, la pudibonderie américaine. Rappelez-vous quand la création du monde avait été censurée par Facebook et les algorithmes, donc la programmation de ces algorithmes n'est que le produit finalement des gens qui sont derrière, et par la puissance du numérique, on voit à quel point la société américaine est vraiment engoncée dans ce genre de choses qui nous font un peu sourire, mais c'est dangereux. Parce que regardez ce que DeSantis a fait avec Sydney, il a fait plier une ultra multinationale en leur retirant toutes les aides, en disant c'est moi qui décide, et voilà les représentations que vous allez délivrer dans les imaginaires de la population. Et c'est ainsi. Donc certains y verront le renforcement du politique, les autres y verront l'avènement de choses préoccupantes. Pardon, cette sculpture avait déjà fait l'objet en Russie en 2016. J'ai vu ça, du même opprobre de la part de parents d'élèves aussi. Ah oui. Mais ça pose la question, je ne sais pas, Samuel Lafont, vous voulez réagir sur cette... Moi, ce qui me parle particulièrement, c'est la question de l'imaginaire, parce que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, évidemment, au-delà des algorithmes des différents réseaux sociaux, a des conséquences sur la manière dont on peut voir les choses en Europe et en France, notamment en ce qui concerne la nudité. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que quand il y a eu des annulations ces dernières années, notamment de spectacles, on l'a vu à la Sorbonne, c'était clairement une politique, un militantisme de militants, c'est ce qui est le plus courant, d'extrême gauche qui veulent faire interdire tout et n'importe quoi, notamment des anciennes pièces de théâtre. Oui, ou Sylviane Agazaski, ou les pièces de Charb, des choses comme ça. Et il y a la question, moi j'avoue que je ne sais pas très bien quoi dire sur ce tableau au musée d'art moderne qui s'appelle Fuck Abstraction de Myriam Khan, où on voit un enfant, enfin c'est stylisé, hein, en train de faire une fellation à un adulte, il a les mains dans le dos. Certains ont demandé à ce que cette œuvre soit rejetée. Mais c'est toute la question de l'art. Ouais, c'est la question de l'art. On est même en droit de se poser la question, de se dire si les Américains refusent la nudité dans l'art, qui est quand même l'expression qui démontre que nous sommes des êtres humains et non pas des animaux, sans rentrer dans le détail, on est en train de se dire si d'autres disent aux femmes ou à d'autres
comment s'habiller, quoi se mettre sur la tête, philosophiquement, les choses sont un petit peu comparables. Donc voilà, vous donnez un autre exemple. Normalement, on ne touche pas l'art. De dire, on sait très bien, et les spécialistes vous disent, début du 20e, la photo transforme l'art. On n'a plus besoin du peintre pour donner des icônes des puissants, et on crée un mouvement qui a été le symbolisme, qui est l'abstraction, qui est les impressionnistes, etc., etc. À partir de ce moment-là, si on décide de brider l'art, bon, écoutez, nous perdons une forme d'humanité. En tout cas, les valeurs qui y sont attachées doivent être défendues. Oui, Guillaume, un auditeur me dit « Bonjour, le wokisme est aussi de droite. Les conservateurs chrétiens veulent interdire aussi certains livres, remettre en cause certaines théories. » Et c'est vrai qu'il y a en ce moment les héritiers d'Agatha Christie qui acceptent que les œuvres soient entièrement révisées et réécrites. Ça a commencé avec Guy Petitnègre qui est devenu Ils étaient 10. Et là, il y a encore une réécriture de tout cela. Ça pose question. Pour les Guy Petitnègre, c'était visiblement pas l'œuvre de militants de droite. De manière générale, il faut vraiment être carré là-dessus. Voilà, c'est vrai qu'il a raison, vous avez raison. Oui, mais il y a eu des choses sur la Tentation du Christ et tout ça, au moment des sorties du film de Mel Gibson à l'époque, aussi sur une pièce de théâtre, il me semble. Mais l'effacement des références culturelles est très, très préoccupant. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, ma fille me dit, j'ai rouvert ma DS, donc voilà, Nintendo, la petite DS qui est très ancienne, et elle me dit, j'ai activé un jeu SimCity. Elle me dit, je l'avais pas ouvert depuis des années, et je reçois un moment, tu peux acheter ce chapeau pour ressembler à un Chinois. Et elle me dit, c'est fou, je vois que ce jeu a été écrit il y a très longtemps, parce qu'aujourd'hui ça serait plus possible. Voilà, très clairement, dans des jeux extrêmement célèbres chez les jeunes, et bien 3 ans après ou 4 ans après, on ne dirait plus la même chose. Cette espèce d'effacement, de réécriture permanente, on n'est pas très loin d'Orwell, non, absolument. Si jamais je ressors les vieilles références. Ça fait du bien de parler un peu d'autre chose que des retraites. Violence. Jackie, vous, c'est un coup de peur. Moi, c'est moins drôle. C'est moins sympa que le sujet de Geneviève. Non, eh bien, c'est vrai qu'on nous a dit que nous flirtions dangereusement avec les 3 000 milliards. De dettes. On va bientôt passer ce seuil après avoir passé celui des 2 000 milliards sans s'en être véritablement rendu compte. À la tête de l'État, un président de la République qui avait fait des promesses et qui dispose d'une pertinence et d'une expertise extrêmement forte en matière de finances publiques. Et pourtant, les experts le disent, il s'en tape un peu parce qu'il a une façon de considérer l'endettement public qui place d'abord l'évolution de la production avant le développement de la dette, qui est un truc assez en vogue en ce moment en économie par la théorie moderne de Madame Kelton. Mais je pense que il faut quand même que les Français s'en saisissent parce que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et nous devons réduire notre dette publique. Et regardez ce qui s'est passé, je conclurai là-dessus. Le président de la République s'est planté dans l'explication qu'il devait donner et qu'il avait sans doute l'intention de donner. Et je l'avais dit ici, rappelez-vous, Valérie, la réforme des retraites, c'est uniquement un gage pour Bruxelles et pour les marchés financiers pour montrer qu'on est capable de réduire cette dette publique. Et ce message ne passe absolument pas en France. Comme les gens qui sont shootés au sucre, on est shootés à la dette. Après 2008, après la crise Covid, après la crise des Gilets jaunes, en tant que Français, on est persuadé que l'hélicoptère monnaie est capable d'ouvrir les portes et de lâcher de l'argent indéfiniment. C'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux. Il faut le dire aux gens parce que toutes les réformes qu'on doit faire pour réindustrialiser le pays, pour réformer l'éducation et j'en passer des meilleurs, bien si on est surendetté, on ne sera pas crédible pour construire ces projets-là. Et lorsque l'inflation aura pris la main, une inflation, c'est des gens qui, rappelez-vous d'un truc, c'est quand il y a trop d'inflation, plutôt que de mettre son argent à la banque, on le claque tout de suite. Et donc, s'il n'y a pas d'argent à la banque, eh bien, on est incapable d'investir dans la politique future d'un pays. Et là, c'est le début de la fin. Regardez ce qui se passe en Argentine. Non, mais psychologiquement, c'est la rançon du quoi qu'il en coûte. Pardon. Oui, non, mais c'est assez vrai. Il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette, on va dire. La bonne dette, c'est plutôt la dette qui sert à investir justement dans l'innovation et pour le futur. C'est France 2030, c'est tout ça. C'est de la dette utile parce que il faut voir loin, pour reprendre la citation d'un ancien Premier ministre. Et pour ça, il faut investir
investir pour le futur et pour l'industrie, pour les mutations industrielles dont notre pays a besoin et dans lequel il a besoin de se placer sur l'innovation, sur l'hydrogène et tout un tas de choses. Par contre, la dette, quand c'est une dette effectivement de fonctionnement qui n'assume que finalement le fonctionnement de l'État, c'est un problème parce que d'une part elle est exponentielle et d'autre part effectivement elle est soumise à des possibles hausses de taux d'intérêt qui peuvent survenir si la France demain est déclassée vis-à-vis des banques internationales, quoi. Et là effectivement ça peut créer de gros problèmes qui va se traduire très rapidement dans la vie des gens, parce que pour le moment c'est un peu virtuel. Forcément l'extrême gauche explique à longueur de journée que la dette ça n'existe pas, que c'est qu'on peut annuler la dette comme ça du jour au lendemain, il suffit de le décider. Je veux dire, quand on gère une entreprise ou le budget d'un couple, on sait très bien que quand on doit quelque chose et quand on a une dette à la banque, en principe c'est rare qu'elle vous l'annule parce que vous êtes gentil, quoi. Donc si effectivement les taux d'intérêt grimpent parce que la France est déclassée, on va avoir très rapidement des gros problèmes de fonctionnement au niveau de notre pays et effectivement, comme le disait Jacques Isabello, des problèmes avec l'inflation et des problèmes en cascade. On marque une pause, 9h13 sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant et on va continuer de débattre avec vous. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Allez, on avance dans notre tour de table. Jean-Baptiste Moreau, vous, c'est un coup de gueule. Oui, ou un coup de cœur pour les méga-bassines, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Là, c'est de la provoque. Voilà, c'est ça, c'est de la provoque un peu gratuite. Non, c'est surtout que les méga-bassines ont été l'occasion de raconter des méga-zanneries à longueur de chaînes d'infos et d'émissions. Déjà, méga-bassines, ça n'existe pas au niveau scientifique. Soit c'est ce qu'on appelle des retenues collinaires, c'est-à-dire c'est ce qui retient l'eau de pluie, mais ça faut un relief et tout ça, donc c'est plutôt dans les moyennes montagnes, dans le Massif central. Soit c'est ce qu'on appelle des réserves de substitution, et comme son nom l'indique, ça se substitue à de l'eau qui serait de toute façon prélevée. Les réserves de substitution, elles se remplissent l'hiver quand les nappes phréatiques débordent, parce que les nappes phréatiques, notamment dans les Deux-Sèvres, il se trouve que l'hiver, dès qu'il pleut, elles sont pleines, donc de toute façon le trop-plein, il s'en va directement à la mer. Et donc les méga-bassines, ces réserves de substitution, elles sont faites pour retenir une partie de l'eau qui s'en irait de toute façon à la mer, pas toute, parce qu'il y en a une partie qui continuera à s'en aller, pour pouvoir l'utiliser en période sèche, parce que, comme je l'ai déjà dit, je pense même sur ce plateau, il n'y a pas de vie sans eau. Enfin, je veux dire, il y a pas, y compris un maraîcher, il a besoin d'eau pour faire pousser ses légumes. Et donc, on a aujourd'hui le dérèglement climatique qui fait qu'on a de l'eau beaucoup en hiver, voire beaucoup trop, et on a toute une période à partir du mois de mars, c'est-à-dire la période globalement où la végétation se réveille et commence à pousser, où vous n'avez plus d'eau quasiment jusqu'au mois de septembre. Et donc les réserves de substitution, elles sont fabriquées pour pouvoir puiser dedans quand justement les plantes et la vie animale et végétale en a besoin. Et ce qu'on constate, c'est juste à côté, en Vendée, il y en a qui fonctionnent des réserves de substitution depuis 5-6 ans, qui sont de la même dimension, voire supérieures à Sainte-Soline. Et ce qu'on a constaté, c'est que au contraire de détériorer l'environnement, c'est qu'elle l'améliore, puisque les agriculteurs ne puisent plus dans les ruisseaux et dans les nappes au moment où elles sont basses, c'est-à-dire l'été, ils puisent dans leurs réserves de substitution, et en fait, ça augmente de 40% le débit des rivières, par exemple, en Vendée, ce qui a été fait. Donc, c'est vraiment du dogme à l'état pur écologiste. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que les écologistes reprochent ? C'est pas des écologistes, c'est l'écologie politique. Je ferai une grosse différence entre l'écologie politique et la véritable écologie, et c'est l'écologie politique qui s'est mis dans ce dogme, comme c'était pendant un moment haro sur le nucléaire, maintenant c'est haro sur les méga-bassines, demain ça sera haro sur je sais pas quoi, sur les nouvelles biotechnologies végétales. Aux méga-bassines, on a entendu que ça asséchait les nappes phréatiques, que ça ne profitait qu'à un certain nombre de gros agriculteurs. En plus, ça aussi, c'est faux. Enfin, ils ont qu'à aller voir sur place. Moi, je la connais, la région, j'y ai bossé. J'ai fait du conseil en élevage dans les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, c'est-à-dire dans cette zone-là, juste à côté de Mosée-sur-le-Mignon. La plupart, c'est des éleveurs de vaches laitières. C'est des éleveurs de chèvres. Et donc, ils utilisent cette eau pour faire pousser l'alimentation pour leurs animaux qui leur donneront pendant l'hiver et pendant les périodes où ils peuvent pas pâturer. Donc, en plus, quand j'entends des trucs, c'est fait pour faire du maïs, pour exporter, c'est n'importe quoi. C'est complètement à côté des réalités économiques des agriculteurs du secteur. Et c'est des ouvrages collectifs dans la bassine dans la réserve de substitution. Pardon, faut que je me régule moi-même. De Sainte-Soline, c'est une coopérative de 300 agriculteurs qui se mettent tous ensemble pour investir. Et en plus,
Oui, il y a des endroits où il ne faut pas de réserve de substitution parce qu'il y a des fragilités hydrologiques particulières, des fragilités pédoclimatiques, c'est-à-dire de nature de sol particulière. Mais ça, c'est pris en compte. Je veux dire, avant de mettre en place une réserve de substitution, il y a des études scientifiques qui sont faites et on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où déjà. Il y a déjà des contrôles de la part d'hydrologues, de la part d'agronomes qui fait que, voilà, les projets, ils vont pas tous au bout. Ceux qui vont au bout, c'est ceux dont on estime qu'ils n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement. Oui, le point important là, c'est le mot dogme. Parce qu'effectivement, ce à quoi on assiste depuis des années malheureusement en France, c'est qu'on a une partie de militants dits écologistes qui ne font pas du tout de la science. Ils font de l'alchimie, ils font de la magie, et avec leur religion pseudo-écolo, ils empêchent la France de choisir. On peut avoir des débats évidemment sur ce qu'on préfère, le nucléaire, ça aurait pu être l'éolien, le solaire, on peut avoir des débats, mais il faut regarder les choses en face. On sait qui marche pas. Absolument, on sait typiquement, non mais on peut avoir le débat au début. Oui. Débat, on regarde ce qui fonctionne, on sait que le nucléaire ça fonctionne, on sait que la France est championne du nucléaire, on développe le nucléaire. Et en fait, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Avec ces gens-là, c'est de la violence pour imposer une religion. Et il faut toujours le rappeler comme ça. Parce qu'en fait, on ne pourra jamais avoir un débat rationnel avec eux pour dire en fait ça marche mieux. Eux, ils sont vraiment dans un dogme et on n'en sortira jamais. Mais il faut le dire et le répéter suffisamment parce que ça nous a déjà coûté très cher avec le nucléaire. Là, c'est les Français qui paient aujourd'hui. Pas qu'à cause de ça, mais en partie le coût de l'électricité, parce qu'on a fait des erreurs auparavant. Là, les erreurs sont en train d'être corrigées. Pour des histoires idéologiques. Complètement. Les erreurs sont en train d'être corrigées, heureusement, avec un soutien majoritaire des Français au nucléaire. Il faut faire attention sur d'autres sujets. Il y a évidemment le sujet de l'agriculture, où ces gens-là, en fait, ces militants, vont partout avec une extrême violence. Et d'ailleurs, on se demande à quel point ils peuvent être condamnés derrière, parce qu'on a des violences de plus en plus fortes, et bientôt, on va avoir un mort. C'est d'ailleurs très intéressant, cette inversion de l'opinion publique sur le nucléaire. Oui. Moi, je trouve que c'est finalement la victoire du pragmatisme sur l'idéologie dont vous parliez. Et de la raison. Et de la raison, le pragmatisme, le principe de réalité, en fait, à un moment qui s'impose à nous. Et je trouve que ce retournement de l'opinion est vraiment intéressant. Après, oui, en France, l'écologie politique est d'extrême gauche, simplement, il faut juste le dire. Elle n'est pas environnementaliste, elle est idéologique. Oui, puis pendant très longtemps, quand même, on le sait, l'écologie anti-nucléaire a été financée par des organisations qui étaient basées de l'autre côté de l'Atlantique. On sait comment les Américains organisent leur lobbying par l'intermédiaire d'ONG. C'est pas du lobbying, c'est des responsables de plaidoyer. Ça m'amuse parce que moi, je deviens consultant indépendant, donc je me suis fait traiter partout de sale lobbyiste. Par contre, quand on travaille pour une ONG, on est responsable de plaidoyer. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous dites, par exemple, Monsieur Durugy mange des méga homards, tout de suite vous êtes coupable. Les méga bassines, si vous en rajoutez, c'est disproportionné. Et surtout, dans ce que disait Monsieur Moreau, ce qui est très préoccupant, c'est qu'on sait que nos agriculteurs font un travail formidable. Plutôt que de les laisser construire et gérer leurs contraintes, eh bien, on préfère les empêcher et les laisser rentrer des tas de produits en France qui sont consommés par les gens et qui ne sont pas tenus par les normes de qualité qui sont. Et on en a des dizaines et des dizaines d'exemples. Et ça, je pense qu'en matière de santé publique, il faut le répéter pour que les gens eux-mêmes s'en saisissent. Plusieurs auditeurs nous parlent des haies. Ils disent si les agriculteurs avaient laissé les haies, on n'en serait peut-être pas là non plus. Ouais, mais ça c'est un vieux débat. Mais les haies, ça fabrique pas de l'eau. Enfin, je veux dire, effectivement, ça retient l'érosion, c'est améliorateur pour les sols. Et d'ailleurs, on a fait marche arrière déjà là-dessus. Il y a des réimplantations de haies pour stimuler la biodiversité. C'est déjà en cours. Enfin, effectivement, dans les années 80-90, on a fait des remembrements, ce qu'on a appelé, c'est-à-dire qu'on a regroupé les terres, on a arraché les haies. C'était pas agronomiquement ce qui était toujours le plus pertinent. On en a tiré les leçons. L'agriculteur, il se remet en question tous les jours. Enfin, je veux dire, et il travaille avec du vivant, donc il a pas de dogme, lui. Il est obligé de s'adapter à la réalité des choses. Et donc, on a bien vu qu'effectivement, sur les haies, on était sans doute allé trop loin. Et c'est pour ça qu'il y a des réimplantations de haies qui se font un peu dans tous les territoires aujourd'hui, déjà. Une auditrice nous dit ces bassines sont privatisées pour les industries agroalimentaires et vous êtes un lobbyiste. Oui. Puis Greenpeace, c'est des gentils, c'était des gentils responsables de plaidoyer qui nous ont foutus dans le mur au niveau énergétique. C'est génial. Non, mais oui, je défends les intérêts économiques, oui. Oui, parce que jusqu'à présent, les gens, ce qui leur permet de manger, c'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut qu'ils travaillent pour des entreprises. Donc oui, je défends l'industrie agroalimentaire, qui est un des fleurons de notre économie. Pourquoi ce serait mal ? Bah oui, non, mais je l'assume complètement. Oui, l'économie agroalimentaire, c'est un des fleurons de notre industrie. C'est ce qui permet à notre population de bien se nourrir avec des produits de qualité, sains et sûrs. C'est une entreprise qui crée de l'emploi, y compris sur nos territoires. Donc oui, si c'est une accusation, oui, je suis fier de travailler pour des industries agroalimentaires qui travaillent
avec nos agriculteurs et qui valorise nos productions. C'est là qu'on voit à la fois le poids du narratif de gauche et le relativisme absolu. Il y a, alors, ça ne concerne pas les méga-bassines, enfin, entre guillemets, les méga-bassines. Mais on a quelque chose qui monte aujourd'hui en France qui est complètement délirant sur la réinvention de l'histoire. Je ne sais pas si vous voyez passer ça. On explique que les Égyptiens avaient l'électricité parce qu'il y avait de l'or en haut des pyramides. On explique tout n'importe quoi. Mais vous avez des personnes influentes. Je pense par exemple à Maître Gims, enfin ex-Maître Gims qui en a parlé récemment, qui fait une vidéo qui touche énormément de gens et qui explique n'importe quoi sur l'histoire du monde, sur l'histoire de la France, sur l'histoire des énergies. Genre, vraiment, allez voir ces vidéos en ligne et ça touche énormément de jeunes. Quel rapport avec les méga-bassines ? Le rapport, c'est le narratif. Le narratif, en fait. On a un narratif qui est irrationnel, qui ne repose sur rien du tout, sur aucune preuve scientifique. Et derrière, en fait, à force de le répéter, de trouver... Ça devient une vérité. De trouver les bonnes expressions, et bien ça devient une vérité. Et j'ai envie de dire une vérité comme une autre. Alors que non, il y a ce qui est vrai et ce qui est faux. Et quand vous dites le contraire, vous êtes un lobbyiste ou vous êtes vendu aux intérêts du grand capital. Je vais vous donner la parole dans un instant, Samuel Lafont. Juste cette information, ce matin, la justice française refuse définitivement l'extradition de 10 anciens militants italiens, membres entre autres des Brigades Rouges. C'était à l'époque de François Mitterrand que ces Brigades Rouges, ces délinquants, ces meurtriers, pour certains d'entre eux, ont été accueillis en France et c'est des activistes d'extrême gauche et donc la justice refuse de les extrader. Moi j'ai regardé la série Esterne Notte qui est sur Aldo Moro, qui est formidable sur Arte et sur cette période très sombre de l'Italie. Voilà, ça pose la question, est-ce que 40 ans après, effectivement, on doit extrader ces gens J'ai toujours une pensée, quand vous sortez cette info qu'on n'avait pas, j'ai toujours une pensée pour Guillaume Perrault du Figaro, qui a écrit un très bon bouquin justement pour expliquer cette jurisprudence Mitterrand, qui ne peut pas faire partie de nos valeurs. Aujourd'hui, la discussion et je pense la responsabilité des syndicats, c'est de dire on peut râler, mais on doit maintenir la violence. Si on accepte ça, ça veut dire qu'on peut tuer le préfet Erignac. Ça veut dire qu'on est orpailleur clandestin, on peut tuer sur un gendarme du GIGN, et puis dans 20 ou 30 ans, on expliquera en réinventant le narratif que c'était pour le bien de... Honnêtement, c'est proprement scandaleux. Assez choqué. On marque une pause, vous pourrez réagir tout de suite après. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, on va revenir sur la mobilisation, sur la rencontre qui doit avoir lieu entre les syndicats et le gouvernement. Mais Samuel Lafont, vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur, je ne sais pas. Un coup de gueule contre les violences de l'extrême gauche, violences impunies. On les a vus encore à l'œuvre, ces militants d'extrême gauche, hier à Lyon 3, l'université Lyon 3. On les a vus à l'université de Nice, où ils ont attaqué un responsable de l'UNI qui est le mouvement de droite dans les facs. Il y a un véritable problème en France depuis des années avec les violences de l'extrême gauche. Pourquoi ? Parce qu'on voit des militants attaquer à plusieurs, donc c'est violences en réunion, parfois avec des armes par destination, donc c'est violences aggravées, en réunion avec armes, des militants ou simplement des étudiants qui veulent aller étudier lorsqu'il y a des blocages d'université. Et ces militants n'ont jamais rien. Non seulement il n'y a pas de condamnation politique de la part de la gauche, parce que c'est la violence d'extrême gauche, mais avec un soutien au moins tacite de la gauche, il n'y a pas de condamnation politique, mais en plus il n'y a pas de condamnation pénale. Ce qui s'est passé hier à Lyon 3, c'est extrêmement grave. On a vu quelqu'un il y a une vidéo qui circule sur Internet, qui a été séquestré, attrapé, humilié publiquement, filmé, tabassé, plusieurs personnes sont allées à l'hôpital, et ça se déroule depuis des années. Moi je vous rappelle quand j'étais militant dans les universités à l'Uni, pareillement on a eu plusieurs fois des attaques de militants extrême gauche avec des gens qui finissaient à l'hôpital, et puis il ne se passe rien. Mais combien de temps ça va durer ça ? Oui, c'est des violences. BFM vient de diffuser, semble-t-il, la vidéo où on voit un de ces journalistes agressé par une dizaine de Black Blocs. Alors on ne sait pas très bien qui ils sont non plus. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vient de dire Samuel Lafont. Oui, mais c'est la vérité. Enfin, je veux dire, bon, je connais moins la situation dans les facs. Ça date un peu plus longtemps là, quand j'étais en fac, mais oui, effectivement, et on l'a vu à Sainte-Soline. C'est des gens d'ultra gauche qui viennent pour agresser. Enfin, je veux dire, il y a des témoignages aussi. Il y avait des témoignages d'un journaliste de Sud-Ouest, je crois, du journal aussi, qui s'était fait agresser. Et contrairement là aussi au récit qui a pu en être fait, il s'est pas fait agresser par des LBD. Il s'est fait agresser par les Black Blocs. Donc, enfin, je veux dire, ces gens
gens-là sont dans l'ultra-violence, se foutent à peu près de la cause. Ils veulent juste renverser la République et renverser la démocratie et imposer leur ordre fasciste, parce que c'est fasciste. Hein. Enfin, je veux dire, il faut appeler un chat un chat. C'est pas des gens qui respectent la vie des autres. C'est seul le leur. On a même l'impression qu'ils seraient prêts à tuer. Hein. Enfin, franchement, le terrorisme d'extrême gauche italien. Oui. Mais il y en a des dizaines. On n'en est pas loin. Mais eux, ils imposent leur narratif. Pour reprendre le truc, c'est qu'il y a de la violence policière. Non, c'est pas vrai. On a tous fait des manifs. Moi, j'en ai organisé. On s'est bien marré avec les CRS qui se disaient qu'ils n'allaient pas se battre. Et quand il y a des problèmes, c'est eux qui, avec, là, le cas échéant, les services d'ordre des syndicats, tiennent finalement ces mouvements de colère. Et dès lors que se constituent des black blocs et ces militants d'extrême gauche extrêmement violents, eh bien ça dégénère, ça casse les vitrines des commerçants qui ne peuvent pas faire leur métier. Mais eux parlent de la violence policière, alors qu'en fait, cette violence, le principe initiateur, il est ailleurs. Il n'est pas du fait des policiers, des gendarmes et des forces de l'ordre. Il faut bien vous dites quoi, ils sont en réaction à des agressions. C'est ce que vous êtes en train de dire. Que je ne suis pas l'IGPN. C'est-à-dire que c'est pas avec un cas. Évidemment, on sait très bien. Moi, j'ai grandi dans une caserne de pompiers. Je peux vous donner des noms de pompiers alcooliques qui sont pas tous tankés comme des molosses à faire des voilà. Et il y a comme dans tous les univers. Mais ce ne sont pas des gens dont le fonds de commerce ou en tout cas la doctrine principale est de taper sur les gens. Le Black Bloc, c'est sa doctrine principale. Voilà. Et quand les policiers, qui on le rappelle, est la fonction publique la plus sanctionnée de l'État, dérapent, eh bien, il faut continuer à militer, il faut dénoncer, il faut faire en sorte que les forces de l'ordre aussi se contrôlent. Ça, c'est pas le Black Bloc, c'est sa raison d'être. Mais ça ne vient pas de là. Il faut sortir de la naïveté vis-à-vis de ça. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je soutiens complètement la décision de Gérald Darmanin de dissoudre le soulèvement de la Terre, parce que les organisateurs de la manifestation, vous allez dire que je fais une idée fixe sur Sainte-Soline, mais ils savaient très bien qui allait y avoir à cette manifestation. Enfin, je veux dire, de toute façon, ils y sont systématiquement. Et donc, quand on organise une manifestation, on est aussi en partie. Déjà, elle est interdite, donc déjà, elle n'aurait pas dû se tenir. Mais en plus, ils vont quand même au bout du truc. Et les élus politiques qui jouent les vierges effarouchées, ils savaient très bien aussi que ces Black Blocs allaient être là, puisqu'on le sait très bien. Ils attendent que ça. Ils adorent ça. C'est des événements qui ne manquent sous aucun prétexte, parce que leur but à terme, c'est de créer aussi une ZAD et de s'installer comme ils l'ont fait à Notre-Dame-des-Landes, comme ils le font, chez moi, dans le sud du département, où il y a un certain nombre de. C'est pas vraiment des ZAD où ils sont enquistés à un certain nombre d'endroits. Il faut arriver à sortir de la naïveté et de les prendre pour des gentils fumeurs de pétards qui sont là pacifiquement par grande humanité. C'est pas en plus, c'est tout sauf des humanistes, ces gens-là. Tout sauf des humanistes. Mais il faut rappeler quelque chose. Ces militants d'extrême gauche, depuis des années, vivent selon le mythe suivant. S'il n'y a pas de violence dans les manifestations, ils n'obtiendraient rien. On a vu que la réalité leur donne tort, puisque depuis des semaines, les syndicats dont on a déjà dit ici qu'ils avaient un gain d'image grâce à leur mobilisation contre la réforme des retraites, qui s'est passé globalement dans le calme. Les syndicats ont réussi à se faire entendre avec des manifestations nombreuses, sans qu'il y ait particulièrement de violence. Ils n'ont rien obtenu. Les syndicats n'ont rien obtenu. On verra comment ça va on va voir comment ça va se terminer. En tout cas, ils ont été entendus de la population. Ils ont réussi à faire évoluer l'opinion publique. Et là, en fait, pendant des années, les Black Blocs et les militants d'extrême gauche en général expliquaient que c'était obligé d'être violent. Moi, j'ai un autre appel à faire. Violence aggravée, c'est 10 ans de prison. Normalement, c'est 10 ans de prison. Ces gens-là, on a l'impression qu'ils vont en garde à vue une fois, qu'ils ressortent et qu'ils peuvent recommencer. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nuance à faire entre Sainte-Soline et les manifestations dans les grandes villes où on a dit qu'il y avait beaucoup de fils de bourgeois? C'est les mêmes. Mais est-ce que ce sont les mêmes? Les gens d'extrême gauche, oui, mais les fils de bourgeois qui viennent s'acoquiner à la campagne, qui appellent papa-maman à la fin du mois quand il manque d'argent pour boucler le mois. Mais c'est les mêmes. Les gens d'ultra-gauche qui sont, moi, sur le plateau de Mille Vaches, c'est des fils de bourgeois des beaux quartiers parisiens qui viennent, qui vivent du RSA et des compléments de papa-maman quand il n'y a pas assez, quoi. C'est ça la vérité des choses. C'est pas. Alors je dis pas qu'il n'y a pas quelques marginaux dans le lot, mais la plupart c'est pas des marginaux. Les vraiment acharnés de l'ultra-gauche, des Black Bourges, comme dirait Gérald Darmanin. Puis Sainte-Soline, vous aviez toute l'Europe qui s'était donné rendez-vous là aussi. C'est pour ça que tous les Black Blocs, allemands, italiens, espagnols, mais certains sont déjà enquistés en France. Ils n'ont pas forcément traversé la frontière.
Moi, je sais qu'il y avait un ancien camp de vacances EDF qui était squatté dans le sud du département de la Creuse, où il y avait des fichiers S, on le savait, qui étaient italiens et allemands, et qui vivent à demeure et qui se déplacent sur ce type de manifestation, qui avaient été dans le Lot-et-Garonne au moment aussi de Sivins et autres, qui ont été à Notre-Dame-des-Landes. Et ces gens-là, ils viennent pas forcément de l'étranger, ils vivent parfois en France aussi. Après, Samuel, vous disiez la violence pour obtenir quelque chose. Je pense qu'ils cherchent rien à obtenir, juste le chaos, juste le cas échéant pour l'état de pensante, la déstabilisation des institutions. Mais ils cherchent pas à obtenir, à avoir des gains positifs en termes de revendications ou de revendications sociales. C'est pas ça. Il y a tellement de scissions dans leur propre mouvement que je pense qu'il y a différentes stratégies. Il y en a qui veulent le chaos, qui veulent l'anarchie complètement. Mais il y en a qui espèrent aussi avoir des gains concrètement en utilisant la violence. Moi, ce qui marque, on parle d'Italiens ou d'Allemands qui sont en France, des militants d'extrême gauche. S'ils sont là, c'est aussi parce qu'ils savent que quand ils vont mener des actions, ils sont en toute impunité. Là, on parle de bassines. Ça concerne, mine de rien, si on se dit la vérité, il y a peu de Français qui s'intéressent véritablement. Ils voient les images à la télé. Mais quand on va parler d'énergie, d'électricité, dont le coût augmente, et que ces gens-là vont s'attaquer à des centrales nucléaires d'une manière ou d'une autre, elles sont protégées, mais ils vont commencer à s'attaquer au nucléaire concrètement. Là, ça va avoir des conséquences pour l'ensemble des Français. Et il faudra que le pouvoir et la justice, sachent sévir avant qu'on en arrive jusque-là. Parce que à chaque fois que vous laissez ces gens-là agir, être de plus en plus violents, eh bien, ils s'habituent et ils se donnent tous les droits. Ils ont déjà obtenu énormément de choses. Regardez, nous vivons dans un monde de la parole. Le monde de la parole, il conditionne la manière dont les gens structurent leurs valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mouvement des Gilets jaunes, où la violence s'est imposée dans la société ? Désormais, dans la manière de construire notre raisonnement, on dit soit on manifeste normalement, soit on passe à la violence. Et aujourd'hui, c'est tombé dans le vocable commun de dire « Ah, finalement, il va peut-être falloir passer à la violence pour obtenir quelque chose ». Non mais c'est quand même dingue qu'on ait... Et ce sont eux qui sont arrivés à installer cette dichotomie-là. Pareil, quand on dit, moi j'aime pas trop quand on dit les syndicats n'ont rien obtenu. C'est pas vrai. Les syndicats, ils ont fait leur travail. Un jour on gagne, un jour on perd. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas obtenu quelque chose. Ils ont montré qu'ils pouvaient agréger des gens. Et demain, quand quelqu'un voudra faire une réforme des retraites, il se posera 35 fois la question en se disant, là où on s'est bien planté, c'est de pas avoir discuté un peu plus avec les syndicats, avec des syndicats réformistes, de pas avoir mis en place la bonne réforme parce que ça diffuse une image qui est extrêmement négative. Et cette extrême gauche-là, elle a installé le fait qu'à un moment, si on n'a pas ce qu'on veut, tiens, si je mettais pas une claque à ma mère ou à mon père s'il n'est pas d'accord pour sortir samedi prochain, c'est ça qu'ils ont obtenu. Cette violence maintenant installée comme étant un des paramètres dont tout la le discussion monde dans la, peut discuter, ce qui est quand même assez fou, c'est pas possible. Non mais ça. quand je dis les syndicats n'ont pas obtenu, ils souhaitaient... Je dis pas ça à vous, je dis, regardez, nous, on en les parle... Les syndicats souhaitaient le retrait de la réforme des retraites, le retrait des 64 ans, ils ne l'ont pas obtenu, voilà, c'est tout. Mais ils ont fait leur boulot. Mais on est parfaitement... Ils l'ont fait très bien. Celui qui va arriver en haut des sondages, là, c'est Laurent Berger. Laurent Berger président, Laurent Berger pape, Laurent Berger président de la Commission européenne. Ces Black Blocs, c'était là... Quand je dis qu'ils ne souhaitent rien obtenir, ils n'étaient pas sur la logique du retrait de la réforme des retraites. Ils sont là pour casser, ils sont là pour déstabiliser les institutions. Et ils s'appuient aussi sur un climat de violence générale, également au Palais Bourbon, parce que ça, c'est quand même... L'un renvoie l'autre, il y a un effet miroir de l'un et de l'autre. Le Palais Bourbon qui se transforme en gigantesque ZAD, quand même, par moment. C'est assez hallucinant. Des élus de la République qui vont à Sainte-Soline à une manifestation interdite aussi. Des élus de la République avec leurs écharpes parfois au milieu de manifestations violentes. Donc tout ça se renvoie l'un à l'autre. Mais on le met en alternative, regardez, pour terminer, c'est quand même ça, c'est de se dire, bon alors maintenant, puisqu'on n'a pas obtenu ça normalement, et quand une phrase commence comme ça, normalement on dit c'est pas possible de dire ça. On peut pas terminer la phrase en disant alors c'est la violence. La violence légitime, c'est notre État et on paye des impôts parce qu'on l'accepte. Et la violence légitime, ça veut pas dire nous taper dessus. Ça veut dire que nos enfants, nos femmes, nos mères, nos pères, nos cousins sont en sécurité par la maîtrise de gens dont c'est le métier de tenir ça. Mais il y a une remise en cause de la démocratie représentative et ça c'est aussi extrêmement grave. C'est grave, il y a une question. C'est en fait les derniers, on va dire, métastase en fait de la société de consommation et de l'égoïsme poussé à son paroxysme, c'est-à-dire que chacun se regarde le nombril et estime qu'il est le seul à même de pouvoir représenter sa situation personnelle et que personne n'est en aptitude ni en capacité de le représenter. Donc, mais c'est de l'égoïsme poussé à l'état pur, c'est-à-dire que c'est ce que j'avais dit une fois aussi chez vous, Valérie, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de la démocratie représentative, c'est la notion d'intérêt général et d'intérêt particulier. C'est qu'on pense que son intérêt particulier
particulier et l'intérêt général forcément. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus que quelqu'un d'autre prenne la parole à votre place. On l'a vu dans les Gilets jaunes, mais on le voit assez régulièrement dans la société aujourd'hui. Un auditeur me dit les Black Blocs sont les alliés objectifs de Macron. J'ai le sentiment qu'on assiste à un retournement de l'opinion. Concrètement, moi je posais la question sur Twitter, je posais la question, est-ce que les violences à Sainte-Soline vont jouer finalement contre la mobilisation qui accourt contre la réforme des retraites? Est-ce qu'en fait les militants d'extrême gauche vont jouer contre tous ceux qui manifestent depuis des semaines ou en tout cas se mobilisent contre la réforme des retraites? À tort ou à raison, mais ça peut avoir des conséquences parce que concrètement ça dégoûte les gens. Vous avez une partie des... Ou radicalisés, je vois parmi nos auditeurs qui sont choqués pour certains de notre discussion de ce matin et qui estiment qu'il y a des violences policières et qu'il faut se révolter contre et que c'est le pouvoir qui est responsable des violences. Le problème qu'il y a eu, c'est que clairement on a vu quelques éléments de la police donner des coups gratuitement, des coups de matraque, ça a été vu, il y a les vidéos. Donc, il suffit de montrer quelques personnes comme ça, il suffit que pas de solution soit trouvée, qu'en même temps les deux violences soient mises sur le même plan, la violence d'État et puis la violence de militants d'extrême gauche, et on n'en sort pas en fait. Et le problème c'est qu'on est aujourd'hui dans un engrenage et on a du mal à voir comment Emmanuel Macron va s'en sortir. Mais encore une fois, rappelons, quand on est dans la rue, dans une manifestation, quand on cherche son chemin, quand on n'est pas bien, on discute avec quelqu'un en uniforme qui protège parfois les pompiers qui sont agressés, non pas par les CRS, mais par les forces d'extrême gauche. Ce sont des gens qui nous protègent. Si jamais ils empiètent sur les consignes, ils sont contrôlés, ils ont le numéro de Rio, il faut qu'ils soient apparents, ils ont les caméras piétons, il faut qu'ils soient équipés, ils ont des chefs, il faut qu'ils aient une doctrine d'engagement. Mais ce ne sont pas eux qui violent nos filles, qui vont nous agresser dans la rue. C'est encore une fois, c'est les images de Sainte-Soline sont on ne discute pas avec un Black Bloc. En face, ils avaient des armes de guerre, ils avaient des boucliers et ils ont agressé, le feu à des policiers, des camions de policiers. Ils ont foutu le feu au camion, il y aurait eu des policiers dedans, c'était pareil. Et ils n'ont rien à faire de donner la mort. 9h45 sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. Sur carrefour.fr. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, les syndicats et le gouvernement peuvent-ils se mettre d'accord? Un rendez-vous est prévu la semaine prochaine, ce n'est pas une médiation. Alors, on se demande comment ils vont pouvoir se mettre d'accord, puisque ils veulent parler de tout, sauf de l'abandon des 64 ans. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne, sauf que les syndicats veulent parler de tout, de rien, sauf de l'abandon des 64 ans. Et donc... c'est vrai qu'on ne voit pas très bien sur quoi va déboucher ce rendez-vous. Peut-être Jean-Baptiste Moreau. Je sais pas exactement de quoi ils vont discuter, mais je pense qu'à mon avis, je vois mal comment on pourrait pas discuter de la réforme en tant que telle. Mais effectivement, Elisabeth Borne veut a priori aussi introduire les notions d'autres réformes futures à mettre en place, à savoir sur le travail, sur la pénibilité, sur les fins de carrière et comment on fait pour que les gens restent au travail en fin de carrière et soient pas mis au chômage systématiquement à 55 ans. Donc je pense que l'ensemble des sujets seront abordés dans ce cadre-là. Et il est important de toute façon qu'il y ait de nouveau des discussions qui s'enclenchent, parce qu'on peut pas rester sur un constat d'échec d'un côté et un constat de frustration de l'autre. Là-dessus, il faut vis-à-vis, ne serait-ce que vis-à-vis de l'opinion publique, qu'il y ait des discussions qui s'enclenchent avec des demandes des syndicats qui soient écoutées et entendues. Mais avec un point d'achoppement qui est les 64 ans. Il y a une dépêche AFP qui nous dit la question du recul de l'âge légal du départ à la retraite ne sera pas au menu de la rencontre prévue entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale. Le report de l'âge de 62 à 64 ans, c'est le cœur de la réforme sur lequel, depuis le départ, il n'y a pas d'accord, a déclaré Franck Riester. Dans la vie, il y a des moments, il faut savoir reconnaître qu'il y a aussi des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et donc, c'est... maintenant, il faut attendre le Conseil constitutionnel. Maintenant, là, c'est pas avant 15 jours, visiblement. Oui, ça vient vite, 15 jours. Donc, à ce moment-là, il faut voir ce qui sera retoqué, ce qui ne sera pas retoqué. Il y aura des parties retoquées, des parties pas retoquées. Et à ce moment-là, le débat là-dessus pourra, le cas échéant, reprendre si une partie importante de la réforme est retoquée. Sans ça, c'est terminé. Il y a un moment où il faut se dire que la réforme, ça y est, elle est votée, elle va être appliquée. Vous avez 80% des Français qui ne sont pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord de travailler 2 ans de plus. Personne ne peut être d'accord de travailler 2 ans de plus, c'est évident. C'est qu'à un moment, quand je vous parlais de la dette tout à l'heure, il faut bien se rendre à l'évidence. L'État a fort
formidablement aidé tout le monde au moment de la crise. Eh bien, après la crise, il faut prendre des décisions qui s'imposent. Moi, je pense que les syndicats ont encore une carte dans leur manche et c'est tout leur savoir-faire. C'est pour ça qu'ils veulent voir le président de la République. Aujourd'hui, vous avez une intersyndicale qui a bien tenu. Elle va sans doute se déliter avec ce qui se passe, et puis elle va sans doute se déliter parce que M. Martinez là, a été mis en minorité dans son propre mouvement, et donc sa force dans l'intersyndicale n'aura plus autant d'importance. Je pense que Laurent Berger, qui a une image, il sort vraiment extrêmement grandi de ce débat, il a un truc en tête. Je pense qu'il veut voir le président parce que il veut revenir sur sa réforme universelle. C'est-à-dire que si à un moment, il dit « Ok, on tape dans la main, on continue ta réforme des retraites, enfin votre réforme des retraites, Monsieur le Président, mais on revient sur quelque chose qui prenne en compte la maîtrise des dépenses publiques, la maîtrise des retraites de l'État, quand même, qui est un message qui n'est pas arrivé à passer, qui coûte un fric faux aux impôts des Français, ce qui n'est pas le cas des salariés, du privé. Et il peut revenir sur ça. Ça sera très difficile, mais à mon avis, je pense que c'est ça qu'il a en tête. C'est un moment de se dire on continue de réformer les retraites, mais on revient sur quelque chose qui a été arrêté tout simplement parce que la crise sanitaire empêchait les gens de poursuivre une discussion sereine sur ce sujet-là. Je rappelle qu'à l'époque, puisque j'étais député à l'époque, la population n'était pas franchement favorable parce que, comme vous l'avez dit, l'intérêt général, c'est jamais la somme des intérêts particuliers de toute façon, donc il n'était pas très favorable. Et il a quand même fallu passer par un 49.3 à l'époque. Édouard Philippe a passé la réforme à l'Assemblée, elle n'a pas été au Sénat à cause du Covid, mais il l'a passé au 49.3 avec motion de censure des LR à l'époque et de LFI. Donc, mais là, je veux dire, c'était pas un chemin de rose. Mais elle avait le soutien de Laurent Berger, ça c'est sûr. Tout est en comparaison. Ah non, mais c'est sûr. La CFDT n'était pas dans la rue à cette époque-là, c'est certain. Pour le bien de la France et des Français, je pense qu'Emmanuel Macron a une piste de sortie. Vous savez, une des critiques de cette réforme des retraites consiste à dire qu'il y a beaucoup de gaspillage en France, que en fait, ce ne serait pas suffisant de faire cette réforme pour rétablir un peu l'ordre dans les caisses publiques, qu'il y a beaucoup de réformes donc à faire contre le gaspillage pour diminuer les dépenses publiques. Là, on peut se dire qu'Emmanuel Macron peut très bien décider de mettre sur la table des propositions. Alors là, il faudrait des propositions fortes pour faire en sorte que les impôts des Français soient moins gaspillés. Parce qu'on oublie souvent de répéter, souvent de dire, c'est que la France, c'est le pays le plus taxé, que les Français sont taxés sur leur travail, que les Français sont énormément imposés. Et en fait, ce qu'ils voient concrètement tous les jours, c'est qu'ils ont l'impression, et pas que l'impression, ils voient que les services publics diminuent, non seulement dans les grandes villes, mais surtout dans les villes moyennes, les petites villes et dans nos villages. Donc de nombreux départements de France, ce qu'on a par rapport à ce qu'on paie diminue. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a une partie des Français, ils l'ont très clairement dit, qui sont opposés à la réforme des retraites. C'est parce qu'ils disent, mince, ça va pas être suffisant, il faudrait une autre réforme ensuite, et on a l'impression qu'on va toujours s'appauvrir. Donc moi ce que je dis, c'est qu'Emmanuel Macron, s'il veut s'en sortir là-dessus, pour le bien de la France et des Français, il faut qu'il propose rapidement, avec évidemment un jeu de toutes les oppositions, avec des propositions, il faut qu'il propose de quoi réformer rapidement l'État et diminuer nos dépenses publiques. Et que ça soit une priorité, parce qu'en fait, on a l'impression que l'État, c'est le tonneau des Danaïdes. Vraiment, on en a l'impression qu'on demande aux Français de payer toujours plus. Ça a diminué les dépenses publiques. En principe, tout le monde est d'accord sur le principe. Ouais. Le problème, c'est que quand on commence à taper, c'est où ? Parce que les principales dépenses aujourd'hui, c'est la santé, c'est l'éducation. Donc, oui, mais ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vrai que les Français s'est engagé à réduire 120 000 emplois. Non, mais qu'il faille le faire. C'est le boulot du chef. Qu'il faille le faire, c'est fait pour chefer, ou alors moi, je veux bien le faire à la place. Comme ça, au moins, ce sera très mal fait. Mais à un moment, c'est le rôle des politiques aussi de s'imposer. Quand Riester dit à un moment, on ne peut pas être d'accord sur tout, on est élu pour ça, on prend des décisions, on a des armes constitutionnelles, et à un moment, la décision, elle est prise, et c'est ainsi, c'est ce qu'on demande aux gens qui nous représentent. Après, si on veut autre chose, eh bien, soit on se présentera, soit on votera pour des propositions alternatives, mais on verra. Mais par rapport à ça, je vous le disais sur la dette, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, eh bien, quand il a été élu, il avait dit, je vais réduire de l'ordre de 120 000 l'emploi public. On sait très bien, quand il faut faire des économies, il faut choisir. Et quand vous avez des gens qui disent « Ah, mais on n'est pas à 1 milliard près », non, attendez, quand on fait un budget dans une entreprise, s'il faut investir 10 000 euros, on les investit. S'il faut économiser 100 euros, on les économise. C'est comme ça qu'on fait un budget. Quelque part comme à la maison. C'est difficile quand même pour lui, dans le contexte ambiant, de s'attaquer à des réformes difficiles. On a des inspecteurs généraux des finances qui sont les top guns de la finance publique. C'est leur travail, et c'est aux hommes politiques de porter ça, parce que dans 5 ans ou dans 10 ans, un peu comme en Allemagne, quand les réformes Hart ont été mises en place, quand Schröder a mis en place ces réformes, eh bien on dit, vous voyez,
ça a été efficace. Ou quand on dit, vous voyez, ceux qui supportaient le nucléaire, ils avaient raison de nous faire aller dans ce sens-là. Le seul souci, c'est qu'il faut avoir des hommes politiques qui sont pas préoccupés principalement par la prochaine élection, mais par la prochaine génération, parce que Schröder l'a payé aux élections suivantes. Cela dit, notre chance, c'est que Macron puisse pas se représenter. Voilà. Mais c'est tout à fait ça. C'est ce que je voulais dire à la fin. C'est exactement ça. C'est que voilà, de toute façon, il se représentera pas. Donc je pense qu'effectivement, que c'est le moment de mettre en place des mesures courageuses, y compris si elles sont impopulaires. Mais il faudrait aussi que d'autres hommes politiques sortent un peu du bois et ce même courage d'assumer les Monsieur Moreau, c'est la malédiction de la politique. On a renvoyé à la maison un certain Monsieur Churchill. On a renvoyé à la maison plusieurs fois un certain Monsieur de Gaulle. On nous renvoie, nous, en tant que parents, souvent à la maison, hein, l'ingratitude que vous avez chez vous, elle est quand même assez existante. Voilà, quand on est responsable et qu'on porte le bien commun et qu'on décide qu'on est capable d'aller plus et d'assumer plus que les autres, on est homme politique. Moi, je défends la fonction depuis toujours. À un moment, il faut le montrer. C'est compliqué, mais... Il se représentera pas, mais il ne veut pas non plus être celui auquel succédera Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Il ne veut pas être celui qui va laisser la France à un extrême. Donc à partir de là, la gestion de la fin de son quinquennat va être forcément aussi en fonction de la suite, même si la suite, il sait que ce ne sera pas lui. Il sait que ce ne sera pas lui, mais il ne faut pas que ce soit un extrême. En termes de communication, à mon avis, le problème d'Emmanuel Macron, son petit entourage, c'est que souvent, il donne l'impression de penser avoir raison contre tout le monde, d'imposer quelque chose qui serait bien pour les gens, sans jamais montrer à court, moyen et long terme quels vont être les avantages, c'est ce qui est important pour le pays et pour les Français. Quand vous avez quelqu'un qui vous répète toute la journée ou qui donne l'impression de dire mais vous comprenez pas, on est meilleur que vous, on sait ce qu'on fait, mais nécessairement ça ne peut pas passer. Il y a un vrai problème de communication à mon avis. Alors c'est peut-être de son fait, c'est peut-être des gens autour de lui. Il y a des mauvaises décisions, alors, je suis le premier à le dire, notamment sur plein de sujets, sur la sécurité où on attend des réformes, sur la justice où on attend des réformes, sur l'immigration on explique qu'il n'y a pas d'argent mais on continue l'immigration massive, mais sur la communication en général, il y a un souci. Et d'autres présidents avant lui, c'est de dire systématiquement, ou une petite bande souvent de très diplômés, mais pas que, et qui disent on a raison contre tout le monde. Mais non, ça peut pas se passer comme ça. À suivre donc, point de suspension. Et on se retrouve, nous, dans un instant pour parler d'Alexis Collère avec un document que vous pourrez voir dans Complément d'enquête, document qui dresse le portrait de ce double maléfique, diront certains, du président de la République. À tout de suite.